je fais l'intro parce que de toute façon, c'est moi qui vais le poster sur mon YouTube. Oui, Tu vas pas le poster sur ton YouTube? je sais pas, mais en tout cas, je vais pas faire d'intro. Pour l'instant, ok. Sujet de la vidéo, je suis avec Olivia Sauvager, que vous avez déjà vu sur la chaîne parce que quand je fais des interviews, c'est exclusivement avec elle. En fait, on va aborder le sujet des différences entre le B2B et le B2C. J'aimerais bien dire que j'ai beaucoup de gens qui m'ont posé la question, mais ce serait pas vrai. Mais par contre, je pense que c'est quand même un sujet où les gens qui sont pas forcément dans le business depuis très longtemps ou qui connaissent pas grand-chose peuvent se poser des questions. En fait, c'est quoi la différence entre du B2C et du B2B? Parce que c'est ultra différent en vrai dans la réalité. Toi, tu es dans le B2C B2C, ouais. aujourd'hui avec ton coaching. Moi, je suis dans le B2B pur et dur où on vend de la prospe. Donc, on va regarder un peu aujourd'hui les différences de manière très simplistique. Hein. On va pas rentrer de ouf dans le détail non plus parce qu'il y a d'autres différences. Il y a aussi des similarités qui pourront être intéressantes à regarder. Je pense qu'on fera, ça se verra à certains moments de la vidéo quand on en parlera. Mais c'est l'objectif de la vidéo. Déjà, est-ce que tu peux parler de genre toi ton business et moi je vais présenter le mien après pour que déjà on voit les deux business qu'on regarde aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc moi, du coup, j'ai un accompagnement pour aider des femmes à lancer leur activité en ligne. Donc là, il y a tout le funnel qu'on va détailler par la suite. Mais voilà, c'est exclusivement du B2C. Mes canaux d'acquisition, ça va être Instagram, TikTok et YouTube aussi un petit peu. Mais donc voilà. Et toi, du coup, ton offre? Nous, on fait du B2B pur et dur. Moi, il faut savoir, je suis Head of Growth au sein de Build Your Sales. Donc, on a plusieurs propositions de valeur, mais globalement, l'idée, c'est qu'on ait un copilote de campagne d'outbound pour les directions d'entreprise, évidemment B2B aussi. On fait du B2B, 2B. Donc, on les accompagne notamment sur deux choses. Un, le ciblage et l'accès à la data. Avoir les bons numéros de téléphone, les bons emails et autres. Et deux, on les accompagne avec de la force commerciale en plus. Donc on appelle ça des commerciaux externalisés qui viennent puis faire des campagnes de prospection. Et nous, on est là pour surtout piloter tout ça. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir plus de rendez-vous, donc plus de business, donc plus de cash, donc plus de bonheur dans sa vie finalement. Donc voilà un peu les deux différents business qu'on va regarder aujourd'hui. Je propose qu'on commence par le tien. Déjà, en termes de ciblage. Ouais. On ne parle pas du tout aux mêmes personnes. Et d'ailleurs, on verra la différence, c'est que nous, on ne parle quasiment pas à les personnes. Vas-y, toi, à qui tu t'adresses? Donc moi, du coup, alors après, bien sûr, c'est juste mon cas particulier, mais ça va être des femmes souvent entre 20 et 30 ans. Si je dois vraiment préciser la cible, ce sera entre 22 et 26 ans. Donc on s'arrête vraiment sur des données démographiques. J'ai toute une liste de critères disqualifiants ou qualifiants de la personne. Et la principale chose que je vais me poser quand je vais discuter avec la personne, donc c'est plus loin dans mon canal, enfin dans mon funnel, ça va être l'urgence de la situation de la personne. Est-ce que la personne a envie de changer de situation vu que je vends du coup un accompagnement? Est-ce que la personne veut vraiment changer de vie? Est-ce qu'elle a une nécessité de changer d'emploi ou de créer sa propre activité, de devenir indépendante financièrement, géographiquement, etc. Donc c'est vraiment l'urgence que je vais mesurer dans mon setting. Pour le coup, ça peut être des choses assez similaires aussi. En fait, la différence majeure que moi j'ai dans le B2B, c'est qu'on ne va pas parler de démographie, mais de firmographie. Donc, en fait, la firmographie, c'est simple, hein, c'est la même chose que la démographie, mais pour les entreprises. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas parler à un homme de 50 ans, je vais parler à un DIRCO, un directeur commercial. Et après, on pousse la réflexion évidemment bien plus loin que ça. Hein. On va parler à un directeur commercial d'une PME qui génère entre 1 et 20 millions de chiffre d'affaires. Et on va aussi, et là, je pense que là, ça se rejoint sur B2B, B2C, mais on va mapper tout ce qui est pain point. Donc, on va tous les points avec lesquels nous, notre offre répond. Et la grosse différence, c'est que nous, dans la plupart des cas, en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut ne pas être vrai, mais souvent, on a des cibles où il y a plusieurs personnes à identifier au sein de l'entreprise. Typiquement, nous, dans notre proposition de valeur, on va aller parler à du DIRCO, donc le directeur commercial de la boîte, parce que c'est lui qui va directement gérer tous ces sujets d'acquisition et de commerce et de vente. On doit aussi avoir le directeur général dans la boucle. En fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être le directeur général qui a le pouvoir de décision, c'est-à-dire que c'est la personne qui va payer à la fin en fait. Donc typiquement notre cible, nous c'est aussi, et ça c'est vrai pour toi aussi, c'est la personne qui a le pouvoir de te payer à la fin. Mais on doit aussi valider le projet auprès du DIRCO. Ouais. Parce que le DIRCO c'est lui qui gère ces sujets-là. S'il n'est pas aligné, si c'est pas quelque chose qu'il pense pertinent, on ne pourra jamais convaincre le directeur général de faire valider. Donc nous, il faut qu'on identifie le fait qu'il y a plusieurs decision makers dans le deal. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose, c'est une première très grosse différence dans le ciblage en termes du B2C et du B2C.
du B2B, du B2C, en effet. Ouais. Donc du coup, on passe à la présentation du funnel un petit peu. Ouais, d'ailleurs, on va rentrer un peu dans les méthodes. Donc, comme je l'ai rapidement dit tout à l'heure, je vais avoir principalement 2-3 sources d'acquisition. Il y a mon TikTok aussi que j'ai pas mis. Et donc, j'ai ma chaîne YouTube qui redirige vers mon Instagram derrière ou bien directement vers le Calendly que je vais présenter après. Mais ma principale source d'acquisition, ça va être Instagram. Donc, c'est là où il y a tout mon contenu organique. Le but, c'est de qualifier justement les personnes grâce à mon contenu. Il faut que la personne, elle regarde un maximum de mes vidéos pour se rendre compte si je peux être la bonne personne pour elle ou pas et la convaincre par rapport aux conseils que je peux donner dans toutes mes vidéos. Suite à ça, deux possibilités. Soit il y a un lien en fait dans ma bio qui renvoie vers ma chaîne YouTube ou un diagnostic qui est juste ici. Et donc derrière, en fait, à la suite du diagnostic, donc on appelle ça un peu un lead magnet, elle a la possibilité de réserver un appel, donc sur mon Calendly. Sinon, et c'est la méthode que je mets le plus en avant, c'est DMGo ou en tout cas envoie-moi un message sur Instagram et là je vais discuter avec la personne, donc on appelle ça du setting. Donc voilà, le but c'est que la personne me contacte. Non, l'idéal à la fin, dans quelques temps, ça sera qu'il y ait uniquement de l'inbound. Là, donc l'inbound, c'est les personnes qui viennent à moi. Là, actuellement, je fais aussi un petit peu d'outbound, donc moi qui va vers les personnes. J'ai du coup tout un process de qualification. Mais dans l'idée, voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'inbound et je parle avec les personnes. J'identifie notamment s'il y a une situation d'urgence pour elles. Et voilà, je vais voir si je peux être vraiment la bonne personne pour l'aider. Si oui, je lui propose donc de faire un appel et du coup, c'est pendant cet appel que potentiellement derrière on va pouvoir passer sur du closing. En fait, une fois qu'elle a réservé l'appel, il y aura une phase de nurturing, on appelle ça, donc c'est des séquences de mails, de messages aussi sur Instagram ou sur WhatsApp, selon le contact que j'ai avec elle, où je vais lui renvoyer de la valeur, ou en tout cas je vais lui rappeler aussi notre rendez-vous, je vais pas la lâcher finalement pendant tous les jours entre le moment où elle réserve l'appel et l'appel. Ça, c'est un cycle de 48 heures à 72 heures grand maximum et souvent 24 heures pour du coup après arriver à un premier rendez-vous. Souvent, le closing se fait en R1, donc au premier rendez-vous. Parfois, il y a besoin d'aller en R2, notamment si c'est sur du coaching et non pas juste la formation, tout dépend du produit. Plus le produit en fait est à étiquette, plus il est cher, plus il y a besoin de faire de rendez-vous. Mais... En fait, c'est pas. Alors, ça, moi, je te coupe juste. C'est pas qu'il y a besoin de faire plus de rendez-vous, c'est qu'il y a besoin de plus de confiance pour lâcher une plus grosse somme d'argent. Et du coup, la confiance, malheureusement, tu peux créer qu'une certaine quantité de contenu et du coup, potentiellement. Carrément. Donc ouais, non, bien sûr, c'est ça. C'est du coup, premier appel, souvent, on va faire plus le diagnostic de la personne, poser les bases de OK, t'en es où aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait changer, écoute, moi j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en dis, et derrière, viens, on se fait un deuxième rendez-vous dans X jours pour du coup voir, mettre en pratique ce plan d'action et voir si je peux vraiment t'accompagner ou pas. Et donc voilà, principalement, après, il y a derrière, dans quelques temps, je vais lancer les ads, donc Meta, qui derrière vont renvoyer vers une VSL avec preuve sociale et voilà, quoi, une VSL qui va... VSL, c'est une vidéo sales letter. Ouais. En gros, c'est une vidéo qui explique ce que tu fais et pourquoi la personne, elle devrait ou non prendre rendez-vous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une vidéo qui va convaincre avant du coup de la prise de rendez-vous. Donc voilà. Qui va d'ailleurs chercher à convaincre mais aussi à disqualifier. Parce que dans cette vidéo, tu parles exclusivement à ta cible. Bien sûr. Et typiquement, quelqu'un qui est, je sais pas prêt à investir ou qui a trop peur, qu'il faudrait qu'il demande à ses parents, c'est pas forcément ta cible. Et du coup, tout ça, le but, c'est aussi de le filtrer avec cette VSL pour pas que tu aies de gens non qualifiés dans ton tunnel, quoi. Ouais, 100%. Donc voilà, il y a plusieurs méthodologies. Moi, ça va être VSL, mais il y en a aussi des fois qui renvoient du coup vers le compte Instagram où là, du coup, les personnes vont pouvoir voir tout le contenu organique. Moi, je trouve ça plus pertinent de directement mettre sur une VSL le contenu de la, pas le contenu de l'accompagnement, mais en tout cas une explication de ce à quoi la personne pourrait s'attendre. Mais donc voilà pour mon funnel. Alors évidemment, on passe rapidement dessus. Est-ce que tu aurais 2-3 statistiques qui peuvent être intéressantes? Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va challenger quand je vais présenter le mien. Mais typiquement, Ouais, taux de closing, tout ça. Ouais. Taux de closing, alors en moyenne... Ce que je te propose, c'est je vais regarder le mien. Vas-y. Et moi, du coup, je vais m'arrêter à chaque étape. Et là, on re-challenge avec le tien. Au moins, ils ont le contexte sur le tien. Ouais. Donc, nous, on fait du B2B. Dans l'idée, c'est pareil, hein, on a un tunnel de vente. C'est beaucoup moins linéaire pour nous. Je trouve que il y a encore beaucoup cette notion de tunnel où vraiment, genre en mode il y a beaucoup de gens, tu vas avoir du contenu plus détaillé, du coup, voilà, l'entonnoir plus détaillé, et à la fin, tu n'as que les personnes qui sont ultra concernées qui prennent un rendez-vous, closing. Ouais. C'est quand même beaucoup plus linéaire. Ouais. Nous, aujourd'hui, ça a quand même vachement évolué, et en fait, le cycle d'achat d'une personne, il est
c'est vu un peu comme un écosystème. Si je devais le dessiner, bon, je sais pas si on le verra sur la vidéo, mais en fait, là, t'as la personne, et en fait, tu vas avoir une première vague de typiquement quelque chose qui peut être LinkedIn, tu vas avoir une deuxième vague de quelque chose qui peut être YouTube, c'est hyper moche ce que j'écris. Tu vas avoir une troisième vague, ça peut être ton site web. Bon, ils comprendront rien, mais on s'en fout. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la personne, elle va peut-être probablement te découvrir via LinkedIn, exactement comme toi, elle peut te découvrir via Instagram. Ouais. Mais nous, c'est assez rare qu'une personne... Il sera dans la vidéo, c'est pas grave. Hein. Ah, mais il sera dans la vidéo sans problème. Benjamin, on est en train de tourner une vidéo. Ah merde, ouais, c'est pas bon moment en effet. C'est pas bon moment du tout. T'es sur la vidéo, hein. Regarde. Faut le mettre là-bas. C'est Benjamin. Il accompagne les gens qui veulent se lancer dans le business, notamment sur toute la partie administrative, mindset, mais aussi sur créer votre application mobile sans devoir dépenser un salaire. Je vous mettrai les informations dans le lien de ce short qui sera mis en short, parce que ça sera mis en short. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top. C'est vraiment top. Je te rappelle quand j'ai fini. Ouais, Voilà, c'est ça que j'aime. Tes notifs aussi. Pourquoi? Oui, c'est vrai que je suis mauvais, mais c'est ça que j'aime dans mon contenu, c'est random. C'est random. Donc, je disais, la personne, il y a des chances qu'elle nous rencontre via un LinkedIn. Ouais. Typiquement, on poste énormément de contenu sur LinkedIn. Alors nous, on fait vraiment de la volumétrie plus que de la précision pour l'instant, parce que c'est la première étape. Mais elle va nous voir une fois sur LinkedIn. Le but, c'est qu'elle découvre le nom Build Your Sales. Derrière, c'est très rare, contrairement à toi, que... Genre, il n'y a pas de... Elle s'abonne et après, elle suit le contenu, et elle passe, au bout d'un moment en setting, ou qu'on la contacte. Moi, j'ai à peu près 99% des gens qui regardent mon LinkedIn qui me suivent pas. Ah, moi aussi, je regarde mon compte Insta, j'ai 300 000 personnes par mois qui voient mon compte, j'ai 1000 abonnés. Donc c'est exactement pareil. Et j'ai le même truc de, je sais plus c'est quoi exactement les chiffres, mais je crois que c'est 7 ou 8 points de contact ou d'entrée que la personne doit te voir, que ce soit du coup sur Instagram, sur YouTube, sur des podcasts avec d'autres personnes, ou vous, LinkedIn, site web, etc., avant de pouvoir passer à l'achat. Et ça, c'est valable pour tout type, B2B, B2C. Ouais, en vrai, je suis assez d'accord. J'ai dit de la merde, c'est possible. Mais après, je suis d'accord. Après, sur cette le principe notion-là, de pour le coup, fidélisation. je l'ai beaucoup moins vue dans le B2C. De quoi? Ce principe-là de l'écosystème, de tu multiplies les points d'entrée. Ah, si, avec justement, bah alors, enfin, ouais. Non, mais alors vous avez un Instagram, un TikTok, un Facebook, mais c'est... Du mailing, les interviews dans d'autres comptes aussi. Ouais, le mailing, c'est quand tu le fais... Il y en a qui ont vraiment, quasiment toutes mes concurrentes, elles ont des séquences de mailing. Moi, je le fais pas encore parce que je vois pas la plus-value, mais enfin, j'ai pas encore une liste, voilà. Mais ouais, il y en a beaucoup qui font du mailing. Enfin, toutes. Ouais, en vrai, ça m'étonne pas, mais c'est plutôt en mode newsletter, non? Enfin, ouais, mais en soi, ça Plutôt reste. campagne d'acquisition. Ben Oui. non, si, ça reste de l'acquisition. Moi, on m'a déjà Non, closé mais sur c'est une de campagne de l'acquisition, mailing pour une oui. formation. Genre, j'ai été closée juste par un mail. Et ça, c'est des infos intéressantes à prendre. Putain, Ouais. ça, c'est trop bien pour le... Ouais. Ça, c'est impressionnant. Putain, moi, jamais. Hein. Et en plus, pas d'appel de closing. Vraiment, juste le mec, j'avais déjà regardé plein de vidéos YouTube, je suis même pas son Insta, juste YouTube. Et du coup, j'étais dans sa newsletter, lead magnet, et vas-y, FOMO à la con dans 48 heures, les prix augmentent, offre exclusive, Ah je sais ouais pas quoi. Ouais, j'ai payé. C'est Punaise. la dernière formation que j'ai prise. Ah bah non, pas la dernière, l'avant-dernière. Hey. Ouais, trop fort. Putain, il est vraiment bon. Ouais. Putain, je suis très preneur que tu me passes son... Il est vraiment bon, alors. Hein. Je sais pas si je dis le prénom. Après, mais... moi, ça me touche moins les trucs par mail. Mais de base, en plus, je connais tous les trucs marketing comme ça. Ouais. Mais non, là, franchement, puis par contre, sa formation très quali derrière, c'était pour l'affiliation SEO, Romain Pirotte. Et franchement, hyper technique, hyper bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté humain d'accompagnement, du coup, d'appel de closing, de coaching. Mais la format en tant que telle, très cool. Ok, bon, pour revenir du coup au B2B, nous, comment on fait? On a plusieurs choses qui nous servent à faire de l'acquisition, notre tunnel de vente. Donc, on a un peu pareil que toi. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je déplace les trucs à chaque fois? On va avoir le LinkedIn de la boîte, on va avoir le site web de la boîte du coup, on va avoir le YouTube de la boîte, et après, et ça c'est en train de se développer dans le B2B, les employés aussi qui se mettent à poster au nom de la boîte, ou en tout cas qui parlent des sujets reliés à la boîte, parce qu'en fait, on se rend compte que dans une récession de confiance comme on a en ce moment, il n'y a pas grand monde qui a envie d'acheter d'une marque. Encore moins quand t'es pas Nike. 1000 fois, ouais. Donc Nike, ils peuvent se le permettre. Aujourd'hui, quand tu es une petite entreprise, une PME, une start-up, et c'est même ultra connu d'ailleurs cette notion de start-up-led, founder-led sales, c'est la notion qu'en vrai, au début, c'est beaucoup le founder qui va booster toutes les ventes, que ce soit par son réseau,
et par sa personal brand. Ouais. En gros, l'image qui ressort, et du coup, c'est les gens qui ont envie de suivre le projet pour le mec. Même pas forcément, évidemment, le projet peut les intéresser, mais souvent, c'est aussi par la personne. Et ça, ça s'est répandu énormément ces derniers temps dans le business. Donc, moi, je connais dans le B2B, je peux pas dire pour le B2C, mais. Et du coup, on a aussi nos comptes perso. Donc là, j'ai mis le mien, mais il y a aussi le compte des deux cofondateurs, Vincent et Enzo. Derrière, en fait, tout ce qu'on fait là, et d'ailleurs, après, je vais aller dessus maintenant, mais on a aussi tout ce qui va être une partie outbound, et donc on a le mail qui est dedans, mais en fait, je l'entoure maintenant. Pourquoi ? Parce que on a une assez grosse croyance aujourd'hui que ça marche. C'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant le mailing. Il y a quand même beaucoup moins de séquences qui sont pertinentes, et en fait, c'est ultra dépendant du ciblage, de la proposition de valeur différenciante de la boîte, et de la quantité de prospection que les gens reçoivent dans ce ciblage en fait. Et donc typiquement pour nous qui vendons de la prospe, nos concurrents ils l'ont fait énormément, nous on l'a fait énormément, et du coup le taux d'éducation sur ce que c'est une campagne automatisée, etc. a tellement explosé que maintenant les résultats sont vraiment catastrophiques. Et moi personnellement aujourd'hui les seuls que je vois qui ont des bons résultats, c'est sur des volumes énormes, donc on parle de à peu près 50 000 personnes contactées par mois. Ou alors sur de l'ultra target, mais c'est du coup du tout petit volume, et du coup ça peut pas forcément être périn pour porter toute la croissance de la boîte. Donc en fait, nous, maintenant, notre croyance, comment on utilise le mail, c'est exactement la même chose que pour LinkedIn, YouTube et tout. Le but, c'est juste d'être un point d'entrée et un point de contact. Et une fois et un moment, une interaction où ils voient le mot Build Your Sales, où ils voient notre boîte, ou en tout cas ils me voient moi, ou ils voient Vincent, ils voient Enzo. C'est juste vraiment le but, c'est de multiplier les interactions qu'ils ont avec notre marque, même s'ils n'achètent pas maintenant, parce qu'on sait que 99,9% n'achèteront pas maintenant, mais au moins ils sauront qui on est. Plus, si on arrive à générer de la curiosité, typiquement s'ils cliquent dans le mail et qu'on redirige vers, et là c'est la même notion que toi t'expliquais pour ton Rise, mais un lead magnet. Nous on a des lead magnets justement liés à nos offres, sur évaluation de la taille de marché, ta maturité en termes d'outbound, et on en a d'autres qui sont intéressants. Je vous inviterai à les faire si vous faites du B2B. Mais voilà, c'est de la même façon des lead magnets. On fait aussi beaucoup de webinaires. Et ça, on en a parlé. Je sais plus dans quelle situation on en a parlé, mais le fait qu'à l'ère de l'IA, le fait de se remettre devant la caméra et d'avoir de l'humain. Mais c'est ce que j'allais dire là, dans vos campagnes de mail, on s'en fout que les gens voient votre nom Build Your Sales, il faut qu'ils voient un humain, quelqu'un, un visage, c'est ça qui va être mémorisé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire des designs en 2 secondes avec Claude Code, tout le monde peut créer des sites, tout le monde peut créer des campagnes automatisées. Donc vraiment, ce qui va se différencier, c'est le personal branding des gens. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer plus qu'un nom de marque pour moi. Sauf si, comme tu dis, tu es une énorme marque déjà aujourd'hui. Mais sinon, c'est de l'humain. Toujours l'humain. Donc les webinaires, c'est un trop bon levier pour ça. Parce que tu dis aux gens, voilà, c'est 100% gratuit, viens t'inscrire à mon webinaire, je vais te donner de la valeur. Tu sais après que la personne, du coup, elle est potentiellement intéressée par le sujet de ton webinaire. Et là, tu peux la retarget sur ces autres trucs. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est les gens que tu invites, il faut que ça soit exactement ta cible, etc. Mais nous, on est vraiment dans une DA on se dit, on va faire un maximum de contenu. Le contenu, et après, c'est un cercle vertueux dans le sens où, tu vois, typiquement, un webinaire qu'on fait. Donc, un webinaire, c'est on invite des gens au webinaire. Le webinaire, on le fait. Derrière le webinaire, on le republie sur YouTube. Ça fait des shorts qu'on peut republier sur LinkedIn aussi. Et évidemment, on renvoie le replay par instantly, par mail à toutes les personnes qu'on a invitées. Pareil, on continue à multiplier les fois où ils vont nous voir, plus avec cette idée de donner de la valeur pour que ce soit plus pertinent. Et en fait, après, on a vraiment, dans la réalité, nous, les 2 énormes croyances qu'on a sur comment on fait de l'acquisition client, c'est, et je vais enlever le call, en fait c'est le call. C'est vraiment cette partie-là du mot qui est importante, c'est le call, et je pense que c'est encore sur le fait d'être humain en fait. C'est vraiment, tu vois, c'est donc il y a 2 façons comme je disais. Il y a le call, et donc là c'est purement dans le dur, c'est-à-dire on a une liste, c'est des gens qui sont dans notre ICP, qui ont potentiellement les mêmes problèmes que les gens qu'on a aidés récemment, on les appelle et on challenge. C'est une pratique qui est assez dure dans l'idée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous devriez aller la voir. À chaque fois, je la promouvois, celle-là. Pratique qui est assez dure et que les gens n'aiment pas trop, mais c'est aussi pour ça que c'est assez pertinent, parce que du coup, il y a beaucoup moins de compétition, beaucoup plus facile, même si c'est un sacré jeu de jambes. Derrière, il y a ce qui maintenant est encore plus pertinent, et ce que nous, on essaye de faire beaucoup, c'est ce qu'on appelle le warm call.
Et donc en fait, c'est d'appeler des gens qui nous connaissent déjà et qui du coup potentiellement nous font déjà confiance. Et donc ce que ça veut dire, c'est que typiquement, on va essayer d'enregistrer via la data. Putain, ça ressemble déjà plus à rien mon truc. On va essayer de capter tous les points de data qu'on peut choper, c'est-à-dire quelqu'un a visité notre site web, quelqu'un a liké un de mes posts LinkedIn, quelqu'un a cliqué sur un lien dans un email pour aller voir une vidéo YouTube. Là, on a 4 points de data. Et ben cette personne-là, on sait qu'elle me connaît. On sait qu'elle me connaît et on sait que potentiellement c'est des sujets qui l'intéressent parce qu'elle est passée à la fois sur LinkedIn et à la fois sur YouTube. Et ben là, je vais l'appeler. Et donc là, la pratique du call, c'est ça, c'est vraiment du retargeting version call parce que oui, j'ai pas mis tout ce qui est Facebook Ads, mais c'est aussi un levier qui marche pour le coup, je pense pour le B2C, pour le B2B pardon. Mais c'est juste pas quelque chose que nous on a mis en place encore. Mais par contre, je pense que c'est le dernier pilier que nous, il nous manque. Et ça, c'est la croyance que j'ai pour absolument B2B, B2C, B2 ce que tu veux. C'est en fait aujourd'hui, c'est tu fais du contenu, tu montres qui t'es, tu montres pourquoi ton truc est intéressant. Et derrière, c'est du direct vers les gens. En gros, tu crées tellement de confiance de par ton expérience, de par les études de cas, les cas clients, les témoignages. Le fait que tu es devant la caméra et que tu expliques des concepts qui sont innovants, qui sont propres à toi, c'est différenciant, tu as ta propre façon de parler. Ce côté différenciation, il est ultra important aussi. Moi, c'est plus dans la personne que parce qu'au final, tout le monde sait faire de l'acquisition, tout le monde sait faire de la prospection, tout le monde sait faire. Enfin, il y en a d'autres, des accompagnants pour les formations en ligne, etc. Mais la manière dont toi, tu vas amener les choses, ça, c'est ton élément différenciant. Toi, en tant qu'humain, tu vas correspondre à un type de personne que d'autres ne pourront pas. Par contre, ça, c'est plus vrai du coup sur le B2C. Et là, c'est bien parce qu'on revient enfin sur le sujet de la vidéo. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais vraiment, ces sujets-là me passionnent, bordel. Typiquement, nous, dans le contenu, c'est un peu différent parce qu'on est moins dans... C'est moins de l'humain. Genre, oui, évidemment, il y a quand même un fit humain qui est important. Parce que vous êtes déjà en modèle agence. En vrai, tu prends un freelance, si, il a besoin de se différencier en tant qu'humain. Oui, et c'est pour ça que ça reste du B2B, tu vois. Ça dépend quelle catégorie de... Pareil, tout ce que j'ai présenté tout à l'heure en B2C, c'est valable pour du B2C. Déjà, plus ou moins high ticket. Quand on prend du B2C, low ticket, ça n'a rien à voir les stratégies d'acquisition, etc. Évidemment. Mais là, c'est vraiment propre à nos cas de figure. Mais oui, dans votre cas de figure, en effet. High ticket aussi, et du coup, on est dans un modèle entreprise plutôt que freelance. Ouais, très corpo. Mais du coup, évidemment, que nous, on est beaucoup plus corpo dans le contenu, c'est beaucoup plus léché, entre guillemets. Et encore, nous, on est peut-être les moins... de par les personnes avec qui je travaille, notamment Enzo que vous pouvez voir là, qui est peut-être le mec le moins corpo du monde. Mais dans l'idée, on a quand même des formats qui sont beaucoup plus axés et qui sont beaucoup plus rationnels. C'est-à-dire que nous, alors c'est le même modèle pour le B2C de devoir créer de la confiance via les témoignages, études de cas. Ça, c'est un truc universel. C'est juste le fait que la personne en face puisse se dire « Ok, il y a des personnes dans ma situation qui ont atteint les objectifs que moi j'ai. » Identification. Par contre, on est beaucoup plus rationnel et c'est beaucoup plus de... Dans les preuves que vous allez amener pour convaincre votre prospect, ça va être des chiffres, ça va être des faits. Alors que là où moi, c'est ce que je vais leur retrouver, je ne l'ai pas noté, je pense. Pour moi, ça va être plus des décisions émotionnelles où sur le coup, la personne psychologiquement se dit « Ok, ça peut être une bonne chose pour moi, mais on ne va pas avoir besoin de mettre vraiment des statistiques ou des faits en avant. C'est vraiment plus une décision émotionnelle plutôt que rationnelle pour vous. » Ouais, et ça, c'est, je pense, la différence majeure qui, d'ailleurs, explique d'autres différences, notamment sur la suite. Du coup, ça, c'est tous les moyens qu'on a pour aller, en tout cas, chercher du client, déclencher du rendez-vous. Et après, toi, tu parlais de tes rendez-vous. Donc, toi, la plupart du temps, tu closes en R1. C'est-à-dire que ça peut... Je dirais 70% R1 et 30% R2. Il y en a quand même pas mal. Enfin, il y en a quand même du R2. Oui, moi, je close à peu près à 0% en R1. Ouais, c'est extrêmement rare, sauf quand ça vient en inbound, que ça a été une recommandation. Mais c'est ça. Moi, du coup, je parle de l'inbound, tu vois. Inbound, c'est aussi pour ça que je peux facilement closer un R1 parce qu'au final, la personne arrive déjà motivée. Ça c'est normal. Mais derrière, on a quand même des sites de vente qui sont très différents. C'est-à-dire, et là, je suis allé chercher mes vrais stats personnels, donc qui sont pas glamour. Mais en moyenne, moi, mon temps de cycle de vente sur tous les deals que j'ai signés cette année, donc en 2026, il me faut 38 jours et 16 heures pour signer un deal. Donc toi, tu étais sur énorme. Une semaine quasiment au maximum. Ouais, maximum. Vraiment, grand max, ça va prendre 2 semaines et même souvent, c'est plus du 3-4 jours. Quoi. Ouais, et justement, mais ça, justement, je pense que ça s'explique énormément par le côté émotionnel de la décision, qui est beaucoup plus un coup de sang. Alors le sentiment d'urgence. Urgence de changer la situation. Donc en soi, c'est dans 48 heures qu'on met le premier rendez-vous. Quoi. Ouais.
nous, on a aussi évidemment ces stratégies-là de mettre de l'urgence, etc. Mais moi, c'est même pas volontaire, c'est vraiment que la personne ouais. ne va pas bien. Donc émotionnellement, il faut changer quelque chose. Psychologiquement, et voilà, c'est dans ces faits-là. Et nous, la différence, c'est que du coup, la personne à qui on va parler, même si c'est la bonne personne, même si c'est le DIRCO et que c'est lui qui a le pouvoir de décision, même si l'entreprise ne va pas bien, il l'a jamais autant à cœur que la personne pour sa situation. Elle. Donc je pense qu'il y a déjà ça, c'est différent. Et en moyenne, il y a besoin de 2 à 6 rendez-vous. Genre, typiquement, nous, à moins que la personne, ça soit une recommandation. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Et j'en suis où je suis à plus que ça encore. Hein. Et ils sont toujours pas closés. Et lui, je peux te dire que quand je vais le closer, ce sera pas 38 jours. Hein. Ça fait presque 3 mois, je pense que je l'ai. Le deal, il est intéressant. Ouais, en vrai, il est intéressant. Mais long. Mais du coup, ouais, 2 à 6 rendez-vous. De toute façon, nous, on a toujours... Déjà, on a un appel. Parce que souvent, on va aller les chercher au téléphone. Que ce soit en call ou en warm. Hein. Mais souvent, on va les chercher au téléphone. Premier rendez-vous, il est juste là pour poser un diagnostic. Ouais. C'est-à-dire que nous, on va jamais vendre, même si on a la capacité. Hein, même le mec, il a très envie d'acheter, on va jamais lui vendre en premier rendez-vous. Parce que, genre, tant qu'on n'est pas sûr qu'on peut lui vendre, on lui vend pas, tant qu'on n'est pas sûr que ce soit pertinent. Et c'est pas qu'on n'est pas sûr que ce soit pertinent, c'est que derrière, nous, on fait on est obligé de faire du sur-mesure sur toutes nos offres. Et du coup, on a besoin d'au moins 1 heure, histoire de préparer notre copie, de voir sous quel format c'est le plus adapté pour lui, lequel des partenaires on peut actionner, est-ce qu'on a de la ressource disponible, est-ce qu'on a la bande passante, est-ce qu'on a les data engineers qui sont disponibles. Donc on a des trucs à faire, donc on peut pas le signer, on pourrait le signer en une fois, mais on essaye d'éviter parce qu'on aime bien en même temps, la différence, c'est que dans un B2B, un cycle de vente, en R1, si ça se passe bien et que la personne nous dit oui pour un R2, logiquement, il y a, je pense, je sais pas les taux, mais j'imagine qu'il y a très peu de no-show ou d'abandon derrière. Moi, si je laisse partir la personne s'il y a un oui juste de confirmation comme ça, si la personne ne signe pas pendant l'appel, justement c'est émotionnel, j'ai énormément de probabilité que la personne ne signe jamais, je la revois jamais, j'aurai plus de nouvelles. Si je laisse passer le R1 et qu'on a eu un oui de confirmation mais que la personne n'a pas signé, je pars du principe quand je raccroche que j'ai pas le deal si la personne n'a pas signé, n'a pas payé, n'a pas... Parce que c'est comme ça dans le B2C, la personne elle peut discuter avec quelqu'un, elle peut voir un contenu passer, elle peut avoir quelque chose qui va la faire changer d'avis, alors que dans le B2B, tu as quand même cette notion d'accord, de principe, de valeur, où non, quand il y a un oui de confirmation, c'est les process, c'est normal. Là, il y a une grande différence aussi entre et ça empêche pas les no-show, mais en effet, le taux de no-show entre... Mais par contre, nous, ça, c'est une vérité au moment du call. Et typiquement, c'est un truc que beaucoup de juniors en tant que commercial font. On va chercher du rendez-vous à toute patate et on en a la moitié qui vient pas. Notamment moi, ça m'arrive encore, malheureusement, quand je suis dans des mauvaises sessions et que je veux aller chercher mon rendez-vous à tout prix, ce qui est la pire chose à faire. Tu te retrouves à prendre des rendez-vous, les mecs ils font un accord de principe, et là ils viennent pas parce que c'est le premier rendez-vous. Par contre, le mec qui est venu en premier rendez-vous et qu'on a eu 45 minutes à diagnostiquer sa situation, à creuser, et là pour le coup c'est les mêmes principes qu'en B2C, c'est juste qu'on va le faire plus au niveau de la boîte qu'au niveau de la personne. C'est-à-dire que moi je peux pas aller voir Bernard Le Gouex, directeur commercial qui a 60 ans de logistique devant lui et lui dire: et toi, comment tu vas te sentir demain soir Après, je dis pas ça non plus. Non, je caractérise pour le B2C, pour les gens qui ont la ref sur Insta. Mais dans l'idée... Dans 3 mois, si je te rappelle. Ouais, c'est ça. Nous, c'est... mais par contre, c'est la même chose au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on va dire, OK, la situation, elle est là. Aujourd'hui, tu prends un rendez-vous par semaine avec ton commercial. Ça fait 4 rendez-vous par mois. En moyenne, on est à 20% de taux de closing dans le B2B. Ça veut dire que potentiellement, il fait moins d'un deal par mois. Et si je lui dis, idéalement, tu aimerais être à combien? J'aimerais être à 5 rendez-vous par semaine, donc j'aimerais être à 20, donc j'aimerais être à peu près 5 deals signés, 4 deals signés par mois. Je dis, OK, donc le delta, il est là, hein, tu as 4 deals manquants par semaine, ce qui représente 18 rendez-vous, 18 rendez-vous par mois, ce qui potentiellement représente 4 deals. 4 deals, c'est quoi ton panier moyen? Ça fait 40 000 € de pertes tous les mois. Dans 6 mois, si on n'a pas avancé ensemble, ou en tout cas que tu n'as pas mis de démarche en place, comment va la santé de l'entreprise? Est-ce qu'il y a réellement un impact? Et du coup, on ne le pose pas dans le sens réagi, genre en mode... non, c'est ça, ouais, c'est pas mais par contre, c'est vraiment juste, faits. vraiment, est-ce que dans 6 mois, s'il n'y a rien qui change, si vous restez comme ça, est-ce que vous avez un problème? Oui, non. S'il n'y a aucun enjeu, nous, on n'a pas d'intérêt à y aller. On va évidemment faire une propale si on pense qu'on peut les aider quand même, parce qu'il y a des entreprises qui vont juste chercher de la croissance, elles veulent chercher plus de croissance, et ça, c'est les entreprises avec lesquelles nous, on aime travailler. Mais il y a des entreprises qui veulent
avoir leur petit taux de croissance et juste être périn, et elles n'ont pas forcément d'ambition à devenir le futur Nike, ce qui est aussi très bien. Et du coup, ils veulent pas aller chercher plus de rendez-vous parce que c'est un investissement, c'est une prise de risque. Donc c'est plus simple. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on a toujours nous un R1 et un R2, et notamment même un go no go après qui peut être. Donc en moyenne, moi je suis à 3 rendez-vous pour signer un deal. Ouais. Et évidemment, après, on a la même notion que toi dans le B2C, la notion de nurturing, Ouais, ultra où, important. tu vois, on a plusieurs étapes du cycle de vente, et derrière, entre chacune de ces étapes. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qu'on voit pas assez chez les entreprises. Il y a plein d'entreprises qui l'ont pas. Et qui, du coup, perdent des deals comme ça parce Ah, mais une fois. ils ont Ce pas que j'allais dire tout à de. l'heure, tu disais en mode, ouais, des fois, le premier, on a des no-shows suite à la prise de rendez-vous, etc. Soit ça vient du fait que oui, le lead n'était pas assez qualifié, soit, et souvent, c'est le truc que trop d'entrepreneurs ou entreprises ou bref perdent des deals comme ça, le nurturing, mais c'est trop important entre le moment, surtout vous, vos cycles sont plus longs, entre le moment où le rendez-vous et ils ont le temps de vous oublier 1000 fois. Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie d'une entreprise que si tu reviens Même pas dans la comme vie tu d'une étais personne, là, parce qu'à la fin, ouais, ça bien reste quand sûr. même une personne. Hein. Donc, Oui, tu vois, bien pour sûr. peu que le mec il ait un accident le soir, enfin, Ouais, sa mais femme elle a une un boîte accident. mail peut Mais être oui, plus vite oui. remplie dans une Ah, et entreprise. une boîte mail, c'est. Et donc, Non, voilà. mais moi, j'ai ma boîte mail Build Your Sales, elle existe depuis à peine 4-5 mois, et je pense que je reçois une centaine de mails de pubs, prosp et autres par semaine. Facile. Ah bah Voire oui, par oui. jour. Ouais, par jour en fait, Mm. je pense. Mm. Mais ouais, 100 si tu comptes aussi les deals clients, les trucs, etc. Je pense que je suis à 100 par jour facile. Donc oui, en effet, t'as très vite les chances que ça se perde. Mais après, même avec ça, ça n'empêche pas qu'il faut bien qualifier son rendez-vous. Ouais. Je sais pas si t'as d'autres. Bah, au niveau du taux de closing, en vrai, ce qui est intéressant, vous, c'est du 20% en moyenne en B2B. En B2C, on Tout aime confondu. dire... Non, nous par contre, c'est sur de l'outbound, Ok, ouais. typiquement. Inbound, vous êtes à combien? Inbound, inbound, on doit être insane. Vraiment, je pense que inbound, on est à 80%. Ok. Un truc comme ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que... On est vraiment bon. Vous êtes vraiment bon en Non, closing. on est vraiment très bon. Franchement, pour ceux qui. Non, mais alors, tu sais que vraiment. Non, mais Vincent et moi, le cycle de vente, on arrive à faire des trucs. Tous les gens, ils nous adorent. Vraiment. Les gens qui y vont pas, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas les moyens ou que c'est pas une nécessité. Genre, vraiment, c'est un plus, mais on n'a pas envie de s'embêter avec. Mais vraiment, les gens nous adorent. J'ai envoyé un deal à un partenaire, là. Je lui ai envoyé une personne parce que je pouvais pas l'aider. Enfin, notre solution était trop chère pour ce que là il avait en ce moment. Et du coup, j'ai pensé à quelqu'un qui pouvait l'aider. Du coup, je l'ai envoyé. Je lui ai dit, tiens, je te présente X, l'entreprise d'un un. Eux, ils sont vraiment parfaits pour t'aider là dans ta situation. Et il a fait le rendez-vous. Le partenaire a fait le rendez-vous là et m'a renvoyé un message sur WhatsApp en me disant, mais qu'est-ce que tu lui as vendu nan, nan, nan. Il a dit oui, j'espère que vous allez être à la hauteur parce que j'ai eu le très grand Mathéo en cycle de vente et c'était exceptionnel. Ça, c'est ta Et retraite. donc vous avez intérêt à être bon. Les gens nous adorent et je lui avais rien vendu. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a adoré par contre. Il y a Mais, plein de choses qui peuvent expliquer tout ça. Non mais c'est sûr, mais on est exceptionnel. Les gens, j'ai un mec qui n'y est pas allé, il m'a rappelé. Là, il y a 2 semaines, j'ai un mec, ça faisait ouais, 1 mois et demi que je le suivais, ultra pertinent pour son entreprise. Mais ils ont des priorités, ils viennent de recruter un commercial, on ne veut pas multiplier les dépenses, compréhensible. Et Vincent lui faisait une relance, et il a fini par me dire, bah t'inquiète, il va te rappeler. Il m'a rappelé pour me dire qu'il n'y allait pas. Et il m'a dit, par contre, je tenais vraiment à saluer tes compétences de commercial, surtout à ton âge. J'ai rarement vu quelqu'un me suivre aussi bien dans le cycle de vente, les bonnes relances, au bon moment, et ta capacité à vraiment regarder c'est quoi notre situation pour nous proposer un truc qui est pertinent alors que tu as une offre qui est plus chère et donc que tu pourrais proposer ça juste pour dire, etc. Mais non, tu vois, tu as adapté, tu as essayé de trouver un compromis. Enfin, on a différents modèles d'offres, hein, donc évidemment, on a de l'hybride pour toutes les situations, mais genre, et il m'a rappelé juste pour me dire ça. Les gens qui rappellent pour dire qu'ils vont pas y aller, c'est rare. Hein. Ouais. Et lui, il m'a rappelé pour me saucer, mais par contre, il a Ça pas doit payé, marcher. donc je suis dégoûté. Bref, oui, Mais non, donc, mais en vrai, ouais, inbound, forcément, si t'es pas à plus de 50% de taux de closing en inbound, c'est que vraiment il y a un problème. Ouais, mais après, la différence, c'est que je dis inbound, mais nous, les 3 quarts de l'inbound, c'est de la recommandation. Donc c'est encore plus Ah oui, strong que recommandation, l'inbound. oui, quand je faisais du SEO, je sais même pas, j'ai jamais calculé mon taux de closing, mais en fait c'est pareil, si les gens ne partaient pas avec moi, c'est juste parce que les prix n'allaient pas, et encore j'avais quelqu'un à qui je renvoyais, enfin vraiment, oui, je closais tout. C'est Ouais, vrai c'est que ça. c'est des recommandations, c'est impossible de pas closer. Aujourd'hui, l'inbound, nous, ça représente c'est une très grosse minorité en termes de Combien ce de qui pourcentage vient 5 à 5%. C'est quand même bien 5%. Pour vous, votre situation, vu le nombre de call calls que vous passez en acquise, volume, ça va. Ouais, on en a peut-être un par mois, quoi.
Ok. 1 ou 2 par mois. C'est moins que 1% en fait, je pense, parce qu'on Ouais. on génère quand même une cinquantaine de rendez-vous à deux avec Vincent par mois. Donc ouais, c'est... Ouais, inbound pur, donc pas hors recommandation. Mhm. Ouais, on doit être à 1 par mois. Mhm. Et en tout, on fait 50 rendez-vous. Ouais. Mais oui, c'est sûr que... Mais oui, inbound, recommandation. ouais, trop mais bien. ça, c'est un truc hyper fort. Hein. Ça, et d'ailleurs, c'est le deuxième truc que je disais tout à l'heure, mais nous, on croit au call call, au warm call, c'est-à-dire multiplier les points d'interaction via du mailing, via du contenu, via quoi que ce soit, Mhm. et la vente indirecte. Genre, on a un énorme réseau de vente indirecte où on a des apporteurs d'affaires 1000 fois. à qui, évidemment, nous aussi, on envoie du deal, mais c'est surtout, on leur a partagé la vision, on leur a partagé la mission, et ils sont hyper alignés, ils ont aimé. Nous, on essaie de s'entourer que des meilleurs, et du coup, les meilleurs, ils ont énormément de flux de leads, et du coup, bah, ils peuvent nous en envoyer une certaine partie. Tu vois, notamment pour nous, les coachs en prospection, bah, ils sont pas sur des sujets que nous, on va amener. Par contre, nous, toutes les équipes à qui on va parler, est-ce qu'elles ont besoin de coaching potentiellement? Du coup, on peut renvoyer facilement. Et toutes les personnes que eux vont coacher, est-ce qu'elles ont besoin de bases de prospection ultra qualifiées? Ouais, c'est vraiment numéro 1 de faire de la prospection, que ce soit téléphonique ou pas d'ailleurs. Donc des synergies comme ça de vente en direct, 1000 fois. c'est vraiment aussi un des plus gros leviers. Mais ça pour tout le monde, business, dans pour le n'importe coup. quel business. Oui, ça c'est vrai pour le c'est B2C, trop, pour le ouais. coup, ça c'est... Mais c'est trop sous-côté, il y a trop de personnes qui ne s'en servent Mais pas. qui le alors mettent que jamais en place. C'est un levier Ouais. incroyable. Et ça, on l'a pas dit, je crois, depuis le début de la vidéo, mais le fait de, pour vendre aujourd'hui, et ça, je pense que c'est pareil pour vous dans le B2B, tu dois donner de la valeur avant d'essayer de vendre quoi que ce soit. Tu peux pas arriver comme à l'époque, entre guillemets, où tu proposes directement tes services. Maintenant, tout le monde essaye de se vendre. Je suis sûre qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'une personne sur Terre ne soit pas prospectée pour quelque chose. Tu es toujours prospecté constamment dans ta vie. Donc, si tu n'apportes pas de la valeur d'abord pour créer la confiance, pour montrer que tu peux être la bonne solution au problème de la personne, tu peux pas proposer quoi que ce soit en vente. Après, il y a plein de choses, il y a plein de façons de voir ce que ça veut dire apporter de la valeur. C'est-à-dire que... Lead magnet. Oui, non, mais ça webinaire. peut être des lead magnets, mais nous, typiquement, quand on va... Nous en call call. En call call, on va challenger. Tu fais, Ça ouais, paraît ouais. pas comme ça, mais en fait, Mais soulever des problèmes que nous, on soulever voit pas. les challenges, genre challenger et soulever des vrais issues. Typiquement, là, j'ai vu un mec en R1, je l'ai challengé au téléphone, et il m'a partagé, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, le volume de rendez-vous est pas assez élevé, donc on fait pas assez de newbies, et donc ça fait 3 mois qu'on tape dans notre réseau. Donc ça, typiquement, c'est genre en mode, c'est entre guillemets apporter de la valeur parce qu'on lui Ouais, apporte une apporter un réalité de terrain. diagnostic d'expert que lui ne voit pas, carrément. Pareil, autre rendez-vous, j'ai eu un no-go cette semaine, cata, mais no-go, mais c'est quand même une petite victoire au fond parce que c'est une boîte qui avait plus aucune démarche en place. Et c'est pour ça que je l'avais eu au téléphone, il n'y avait rien en place au niveau commerce, ça stagnait, il n'y avait personne, c'est limite s'il y avait de l'activité, quoi. C'était en déclin depuis 5 ans. Et le fait d'avoir fait le cycle de vente avec eux, le fait d'avoir challengé la situation, d'avoir fait des propositions, d'avoir regardé c'était quoi la meilleure situation, enfin la meilleure solution pour leur situation spécifiquement, il n'y est pas allé parce que du coup trop cher, évidemment il faisait pas d'activité depuis 6 mois, mais par contre ce qu'il a fait c'est qu'il a mis en place des démarches parce que ça lui a fait se rendre compte que s'il continue comme ça il va dans le mur. Et du coup il a lancé énormément de démarches d'acquisition. Notamment via de la vente en direct, via ces consultants qui prennent maintenant des primes sur certains trucs. Du coup, c'est quand même une victoire dans le fond parce que c'est aussi une de nos prières de pouvoir faire remettre en perspective aux gens l'importance que c'est l'acquisition. Et ça, c'est pareil pour le B2C, pour le B2B. Toi ou moi, on a... donc toi, aujourd'hui, c'est Instagram le plus gros. Tu fais plus jamais de Instagram, tu postes plus jamais dessus. Tout s'arrête. T'as beau avoir un coaching. C'est pour ça que je veux pas dépendre d'un seul canal d'acquisition et c'est pour ça que je diversifie avec YouTube. J'ai TikTok qui est une copie conforme de mon Instagram littéralement. Avant je faisais Facebook mais j'ai arrêté. Parce que pas ta cible. Parce que pas ma cible, c'est ça. Mais du coup, le but c'est justement de testé avant pas d'arrêter dépendre. C'est intéressant de le dire. Oui, il faut bien sûr. Mais en plus, je me dis, quand tu te poses la question de est-ce que c'est utile ou pas d'être quelque part, oui, fais-le. Enfin, littéralement, cross-poster tes posts en B2C, donc d'Instagram à TikTok, à YouTube Short, à Facebook, tout ça, ça te coûte rien. Tu vas sur un outil Metricool qui est 100% gratuit, tu cross-postes sur toutes les plateformes et c'est le même travail qui est généré. Moi, j'ai arrêté Facebook parce que oui, c'était vraiment pas ma cible. Les commentaires, ça allait pas du tout. Et YouTube Short, j'ai arrêté parce que comme je fais du YouTube format long, ça me dessert au niveau des algorithmes d'avoir des shorts. Mais il faut tester pour savoir. Et, pour le coup, ça c'est du micro, mais oui, dans l'idée, mais oui, carrément. multiplier les points d'entrée. Pour ne pas dépendre d'une plateforme parce que si ton business typiquement, nous, c'est le premier truc que j'ai remis en perspective quand j'ai rejoint Build Your Sales. La croissance de la boîte pendant 2 ans,
c'était exclusivement du call par Vincent Mm. et le réseau de vente en direct de Vincent, Ouais, qu'il avait créé par le call. tout dépend des Donc lieux. il y avait genre Vincent qui part un mois en arrêt parce qu'il a un problème, la boîte elle tombe. Mm, mm, mm. Donc aujourd'hui c'est en train Alors petit après, à les petit. transitions se font pas Ah si bah rapidement. ouais, la boîte elle a fait 2 ans et demi rien qu'avec lui. Je suis Mhm. arrivé il y a à peine 6 mois, évidemment c'est pas encore, on n'est pas encore, mais déjà je crois que sur le chiffre d'affaires qu'on a signé cette année on est équivalent. Donc déjà il y a un peu moins. Après du Ouais. coup s'il part, il y a 80% du chiffre d'affaires avant etc qui n'existe plus, mais Mm. dans l'idée, on est en train de ramener à la balance et on est en train de multiplier les points d'entrée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le call de Vincent qui fait. Parce que après, que ça soit que du call qui prenne, ok, mais si du coup il n'y a que Vincent qui fait du call dans la boîte et que c'est que lui, là c'est vraiment le goulot d'étranglement énorme. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, putain, je me pensais, mais je ferai une vidéo sur les goulots d'étranglement dans le business. Parce que c'est pas. Mais d'ailleurs, c'est la vidéo dont on parlait potentiellement, les trucs pas sexy, Oui. les goulons d'étranglement. Mm, mm. Bon, en tout cas, on a fait un peu le tour. Je sais pas si tu as des sujets, si tu as d'autres. Non, ça me paraît bien, hein. Ça me paraît bien. On avait dit qu'on aurait fait court, ça fait déjà 40 minutes. C'est vrai que finalement, ça va partir sur YouTube, ça. Ouais, j'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment, vous retrouvez les réseaux sociaux de Olivia dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à elle comme à moi. Et vous retrouvez aussi mon Insta. Et j'allais dire le support de vidéo, mais il n'est pas assez intéressant, donc non. Mais abonnez-vous pour la prochaine. Ciao!